Jean Quatremer, bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération, vous suivez les questions européennes depuis 25 ans et vous publiez Les salauds de l'Europe chez Kalman Levy. Alors, c'est un titre ironique, Les salauds de l'Europe, encore que, franchement, quand on lit le premier chapitre de votre livre qui s'appelle L'Europe, cet astre mort, vous faites une critique en règle et très convaincante de l'Europe. Je lis quelques passages. L'Europe, un enfer bureaucratique qui cultive l'opacité. Une bulle où les eurocrates vivent entre eux, loin du monde réel. Tout est fait pour rendre incompréhensible l'Europe. Une forteresse assiégée, car elle sait qu'elle ne fait plus rêver. Bah oui. Bravo, vous écrivez ce que beaucoup pensent. Oui, mais je pourrais presque fonder un parti europhobe qui fonctionne. Au lieu de mentir comme le fait le Front National ou le Front de Gauche, par exemple, je pourrais effectivement faire un parti en désignant très précisément ce qui va mal, et de l'intérieur. Mais c'est facile, vous savez, c'est pareil pour la France. Je pourrais aussi faire un parti anti-France, pour expliquer que tout va mal en France. Ils sont pourris, vous savez, il y a des gens qui ont des assistants fictifs, des gens qui piquent dans la caisse, etc. On pourrait faire la même chose pour la France. C'est curieux et on ne le fait pas. Mais pour l'Europe, on le fait. C'est-à-dire, on dénonce ce qui ne va pas et on dit c'est irréparable, il faut donc tout détruire. Ben oui, vous l'écrivez vous-même. Vous dites l'Union est devenue au fil du temps davantage un problème qu'une solution. Et vous concluez ce chapitre, moi j'ai envie d'arrêter le livre là, en disant voilà, Europe, cet astre mort d'Hélène Daès, il faut détruire l'Europe. Il faut détruire l'Europe. Oui, quand un truc ne marche pas, on arrête tes frais. Eh ben c'est pareil. Pourquoi ne pas détruire la France? Pourquoi ne pas détruire la Grande-Bretagne? Pourquoi ne pas détruire les États-Unis? Est-ce que vous trouvez que quelque part dans le monde, il y a un ensemble géopolitique ou un ensemble politique qui fonctionne? Non, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et la force des eurosceptiques et des europhobes, c'est de désigner effectivement ce qui ne va pas en oubliant ce qui va bien et en oubliant ce qui fonctionne. Et notamment le fait que l'Europe, en l'espace de 60 ans, 70 ans, on a quand même réussi à construire une zone de paix, la première puissance économique et commerciale de la planète. On a fait l'euro, qui est aujourd'hui maintenant la seconde monnaie de réserve du monde, qui est respectée sur l'ensemble de la planète. C'est pas rien. Mais ça, on l'oublie. Et le problème, c'est qu'il est toujours facile, encore une fois, de critiquer en oubliant les raisons pour lesquelles on en est là. Et c'est là où je pointe les salauds de l'Europe. Parce que les salauds de l'Europe, c'est effectivement les europhobes et les eurosceptiques, mais ils s'appuient aussi sur un fond de vrai. Parce que, effectivement... Les critiques sont vraies, mais vous dites, mais c'est pas parce que tout n'est pas parfait qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, comme exactement, on dit. Voilà. Parce que c'est aussi les gouvernements, ce sont aussi les partis de gouvernement, ce sont les États qui ont fait l'Europe. Vous savez, l'Europe, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ce n'est pas Dieu qui a créé l'Union européenne. Ce sont des hommes et ce sont des États. Et les États continuent à contrôler ce qu'est l'Europe. Donc, quand on dit l'Europe va mal, non, en réalité, ce sont les États. Vous savez, les élites européennes, elles sont pas produites à Bruxelles. Les élites européennes, c'est un peu comme la caverne de Platon. Voilà, c'est le reflet, en fait, de ce qui se passe dans nos États membres. Ce sont les États qui envoient à Bruxelles, je dirais, leurs élites. Alors, par exemple, je voulais en parler plus tard, mais puisque vous en parlez, vous dénoncez la furie régulatrice de l'Europe qui s'occupe de la courbure des bananes à la composition des tétines, en passant par la contenance des chasses d'eau, par la taille des rétroviseurs. Tout cela est vrai, mais on marche sur la tête. Il faut l'arrêter, ce train fou de l'Europe. Non, mais là, effectivement, c'est ce qu'on dit. Et le problème, c'est quand on va regarder après. Parce qu'après, je fais un décalogue. Ensuite, voilà, tout le livre, vous démontez toutes les critiques qui sont faites dans le premier chapitre. Alors, qu'avez-vous à répondre à cette critique que vous avez formulée vous-même? C'est tout simple. C'est qu'en réalité, effectivement, l'Europe a tendance à s'occuper de l'accessoire et pas de l'essentiel. L'Europe... Alors on dénonce à juste titre le fait qu'elle s'occupe par exemple de la taille des rétroviseurs. Mais pourquoi elle s'occupe de la taille des rétroviseurs des tracteurs, par exemple? C'est pour pouvoir être exporté dans l'ensemble du marché unique. Parce que si chaque pays, voire chaque région, fait sa norme en disant je veux un rétroviseur de 15 cm, ah ben non, moi c'est de 10 cm, eh ben vous multipliez les chaînes de production. Et donc les coûts de votre tracteur augmentent exponentiellement. Donc il faut harmoniser. On le fait chez nous en France. La France se met dans la fureur régulatrice. Regardez le nombre de normes que produit la France. Donc oui, on en produit. Mais le problème de l'Europe, c'est qu'on n'en produit pas là où il faut. En réalité, 98%, je dirais, des politiques sont encore nationales. 98% des budgets sont nationaux. L'Europe est à la périphérie. C'est l'État qui est au centre. Alors, sauf que vous la critiquez, vous, cette Europe. Oui. Vous dites, l'Europe, une autre critique au fait, elle supporte mal la critique. Et on vous taxe, vous, comment il vous appelle, Hubert Védrine, l'ayatollah fédéraliste. Voilà, le dernier ayatollah du fédéralisme. Donc à Paris, vous êtes un ayatollah européen, et à Bruxelles, comment vous êtes vu?
Ah bah comme un franchouillard nationaliste. Souverainiste. Souverainiste. Parce que, Parce que l'Europe supporte mal la critique. le problème fondamental, c'est pas l'Europe qui supporte mal la critique. Je dirais qu'en général, aujourd'hui, la façon dont on débat de l'Europe, c'est blanc ou noir. Ouais. Le but de ce bouquin, c'est quoi? C'est de rétablir de la complexité dans le débat européen. Parce qu'en réalité, l'Europe, c'est gris. Il y a beaucoup de gris. C'est comme la France, hein. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont mal. Et donc, je tente d'essayer d'expliquer d'expliquer ce qui va bien, ou ce qui va mal. Et surtout, effectivement, à Bruxelles, à la Commission européenne, Vous avez été blacklisté, c'est vrai, oui, par Barroso. Barroso. Non, pourquoi Jean-Claude Juncker aussi était furieux contre vous. Non, c'est pas lui, c'est son entourage. Ce sont toujours les entourages, vous savez, qui veulent blacklister. C'est rarement les responsables politiques qui savent même à peine que vous existez. Non, c'est toujours les entourages qui tentent de vous punir et de vous pousser à écrire ce qu'ils veulent lire dans les journaux. Donc vous étiez boycotté dans les conférences de presse, etc. Je n'étais plus invité à aucun briefing informel. Parce que vous avez critiqué M. Barroso. Pendant 10 ans, ça a duré 10 ans. Mais vous savez, la Commission européenne, donc, est une institution très bureaucratique. Ouais. On a l'impression que leurs compétences, ce sont des morceaux de la vraie croix. Et qu'ils adorent tous les matins le Saint-Suaire de Jean Monnet, hein, l'un des pères de l'Europe. Et ça, c'est un problème fondamental. Et donc, dès qu'on commence à dire non, ça va pas, là, vous allez trop loin, telle politique, par exemple, en matière de concurrence ou en matière de libre-échange, ça ne va pas, ils ont l'impression qu'on les attaque. Or, en réalité, qu'on attaque l'idée européenne. Or, on critique des politiques européennes. C'est pas la même chose. Vous savez, avec le même texte, en France, on fait une politique de droite, une politique de gauche. Et au niveau européen, c'est exactement la même chose. Le libre-échangisme n'est pas dans l'ADN de l'Union européenne. La Grande-Bretagne sort de l'Europe. L'ironie, c'est que l'Europe est devenue... on ne parle qu'anglais en Europe. Et ce n'était pas le cas quand vous aviez commencé dans ce métier. Est-ce que ça change la pensée de l'Europe, le fait que l'anglais soit devenu la langue officielle, on peut le dire, de l'Union européenne? Je dirais que le grand shift, puisqu'on va parler français, le grand shift a commencé... Le grand basculement. Voilà, le grand basculement a commencé en 1995 avec l'élargissement aux pays du Nord et à l'Autriche. Finlande. Là, Finlande, Suède et Autriche. Là, ça a commencé, ça s'est accéléré en 2004 avec l'élargissement aux pays de l'Est. Et alors là, on est passé d'à peu près, je dirais, 50 à 60% de textes en anglais ou à l'origine en anglais à quasiment 99% qu'est-ce que ça change en anglais. Ben, ça change, c'est curieux parce que c'est à partir de 1995-1999 que les accusations d'ultralibéralisme qu'on a entendues en France ont commencé à voir le jour et se sont manifestées avec grande virulence. Or, vous savez, une langue, ça n'est jamais neutre. En français, quand on écrit en anglais, on pense en anglais. On pense forcément en anglais. Ouais. Et vous savez, par exemple, en anglais, le mot État, c'est il y a une connotation très négative, très péjorative. En revanche, le mot marché, en anglais, c'est magnifique. Le marché a toujours raison. Free market. Voilà, free market. Alors qu'en français, nous, quand on entend État, eh ben, on entend la Marseillaise, on se lève, le drapeau, et quand on entend marché, on se dit « Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sauf qu'on ne parle pas anglais, vous dites, on parle le EU Globish. C'est encore quoi pire. Le EU Globish? Mais c'est encore pire. C'est l'anglais basique. C'est l'anglais dégénéré, c'est l'anglais que vous et moi, nous parlons lorsque nous sommes en voyage à l'étranger. Bon, ben, comme ça, tout le monde se comprend, c'est très bien. Oui, sauf que la pensée est pauvre. Parce que si vous parlez un anglais avec 800 mots ou 1000 mots, ben c'est pas l'anglais avec 32 000 mots, c'est pas l'anglais de Shakespeare. Et donc ça s'en ressent dans les textes? Et les textes eux-mêmes sont d'une pauvreté de plus en plus grande. Moi, je parle beaucoup avec des juristes. Parce qu'on ne peut pas être subtil dans une langue qu'on maîtrise mal, c'est ce que vous voulez dire? Effectivement. Et vous savez, les juristes, moi je parle beaucoup avec des juristes, étant moi-même un ancien juriste, et ils se désolent de l'appauvrissement intellectuel de cette pensée européenne, parce qu'effectivement, les textes aujourd'hui sont quasiment intransposables en droit français. C'est devenu un problème fondamental. Mais la faute à qui? Pas à l'Europe, aux Français qui ont renoncé à défendre leur langue. Et ça, c'est un drame. Voilà, donc cette Europe qui a bien des défauts que vous décrivez, mais c'est parce que vous l'aimez que vous voulez les corriger. Et voilà. Voilà, les salauds de l'Europe chez Calman Lévy. Merci beaucoup, Jean Quatremer. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, François Fillon joue-t-il son élection ce soir? Peut-il à nouveau créer la surprise? En cas d'échec, comment la droite, comment les Républicains vont-ils se recomposer au lendemain du premier tour? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Fillon, sa dernière chance.